Si un chien s'assoit et refuse de bouger, vous l'écoutez, surtout lorsque ce chien est dressé à détecter les bombes. À 9h26, par une chaude matinée de juillet, l'agent canin Jake Turner s'essuya le front en sueur et scruta le parking du centre médical des anciens combattants de Tulsa. La chaleur de l'Oklahoma irradiait déjà sur l'asphalte par vagues, miroitant comme de l'eau, donnant à l'hôpital des anciens combattants l'allure d'une forteresse flottant dans un mirage. Son compagnon, Diesel, un berger hollandais de 4 ans au nez capable de lire la peur, le feu ou la fureur, marchait silencieusement à ses côtés, la queue neutre, les muscles tendus sous un pelage noir et feu. Ils effectuaient un nettoyage de routine avant la cérémonie commémorative des vétérans ce samedi-là, rien de spécial, juste pour s'assurer que personne n'avait laissé d'objets dangereux dans son coffre. Jake aimait cette partie du travail. C'était calme, clair, pas de cris, pas d'adrénaline, juste lui et le rythme tranquille de la confiance. Mais ce matin-là, Diesel a brisé le rythme. Il traversait la section C du parking lorsque Diesel s'arrêta brusquement devant un vieux pick-up Ford. Jake n'y prêta pas attention au premier abord, le camion était en piteux état, capot cabossé, pare-brise fissuré, autocollant des marines enroulées sur le pare-choc. Il aurait pu appartenir à n'importe qui. Puis Diesel s'assit non pas paresseusement en milieu de matinée, mais en alerte. Les oreilles dressées, les yeux fixés sur le côté passager du camion. C'était la posture que Jake avait observée lors des exercices, des appels, des moments cruciaux où chaque seconde comptait et Diesel ne bougeait pas. « Diesel », dit Jake d'une voix égale, au pied. Rien. Jake jeta un coup d'œil autour de lui, quelques membres du personnel hospitalier déplaçaient des chariots au loin. Un agent d'entretien s'arrêta pour observer. Jake lui fit un signe poli de la main, puis s'accroupit et regarda par la vitre poussiéreuse du passager. L'intérieur était en désordre mais familier, thermos taché de café, sac de sport militaire à l'arrière, et Jake eut le souffle coupé en voyant un drapeau américain parfaitement plié posé sur le tableau de bord, sous lequel se trouvait une paire de gants beige usés, ceux que portent les soldats et les familles qui n'oublient jamais. Jake le sentit avant même de pouvoir le nommer, la révérence. Il avait déjà vu des sanctuaires comme celui-ci, non pas dans des camions, mais dans des maisons ou des pièces restées intactes pendant des années après qu'un fils ou une fille ne soit jamais rentré. Le placement des gants, le drapeau, la poussière qui n'osait pas être dérangée. Il se releva et alluma sa radio. Dépêche, contrôle de jeu sur un Ford F-150 garé au sud-est du parking de l'hôpital des anciens combattants. Autocollant du corps des marines. La réponse est arrivée rapidement. Enregistré au nom de Matthew Brody. Pas de mandat. Adresse locale. Pas de signalement. Bien reçu, répondit Jake en plissant les yeux vers le véhicule. Pourtant, Diesel ne bougeait pas, son corps vibrait de concentration, son nez s'activant à toute vitesse, comme s'il lisait quelque chose au-delà des sens humains. Jake faisait plus confiance au chien qu'à son instinct, Diesel n'avait jamais donné de fausse alerte de sa vie. « D'accord, mon pote », murmura Jake en caressant la nuque de Diesel. « Qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» Une ombre passa sur le trottoir derrière eux. « Vous me cherchez ?» demanda une voix. Jake se tourna et vit un homme d'une quarantaine d'années, taille moyenne, jeans slim, t-shirt gris uni, épaules larges sous un vêtement civil, yeux comme du granit, usé par le soleil et distant, avec quelque chose derrière eux que Jake reconnut immédiatement, un homme qui en avait vu plus qu'il ne l'admettrait jamais. « C'est mon camion. » Jake se leva et hocha la tête. « Tu es Matthew Brody ?» ?»« C'est exact. »« Agent Turner, unité canine. » Votre véhicule a déclenché une alerte de mon partenaire. Matthew jeta un coup d'œil à Diesel, toujours immobile. Il me signale quelque chose à l'intérieur, dit Brody, calme mais pas surpris. C'est ce que j'essaie de comprendre, répondit Jake. Brody ne protesta pas et ne broncha pas. Au lieu de cela, il pencha la tête, regarda le pick-up et dit doucement, c'est un bon chien. C'est là que l'entraînement de Jake a pris le dessus au non pas tactique, mais émotionnel. Il se passe quelque chose, a-t-il dit, pas de panique, pas d'attitude défensive, juste de la curiosité. Avez-vous transporté des feux d'artifice,
des munitions ou des explosifs récemment, a demandé Jake. Brody hésita, puis soupira. Pas dans 10 ans. Jake haussa un sourcil. Brody poursuivit, les yeux rivés sur le drapeau plié, vous devriez peut-être savoir à quoi vous avez affaire avant d'ouvrir cette porte. Si vous pensez que les chiens nous comprennent mieux que nous-mêmes, abonnez-vous dès maintenant à Héros pour les animaux. Vous ne manquerez jamais une histoire vraie comme celle-ci, où la loyauté est plus profonde que le sang. Jake prit une inspiration et hocha la tête. Je t'écoute. J'ai servi dans la SEAL Team C, a déclaré Brody. 3 missions en Afghanistan. Après la dernière, eh bien, j'ai été mis à la retraite pour raisons médicales. Jake ne dit rien, mais sa posture changea légèrement, un respect qu'on ne peut pas simuler. Il n'y a pas de bombe dans ce camion, a ajouté Brody, mais votre chien, il n'a pas tort. Diesel émit un léger gémissement, le genre réservé aux scènes actives, victimes piégées, tombes anonymes, lieux chargés d'histoire. Jake marchait lentement autour du camion et essayait de regarder sous le siège passager, mais il faisait trop sombre. Ça vous dérange si je jette un œil à l'intérieur, demanda-t-il. Brody hocha la tête. Vas-y. La poignée de la porte était brûlante au toucher lorsque Jake l'ouvrit. Une vague d'air surchauffé s'en échappa, du vieux vinyle, de l'huile et autre chose, quelque chose d'âcre, de brûlé. Diesel s'est rapproché, le nez en marche. Jake s'accroupit, lampe torche à la main, et visa sous le siège. Coincé derrière les rails se trouvait un paquet bien emballé, de la taille d'un gros livre, une toile vert olive fixée par des couches de ruban adhésif usées par le temps. Monsieur Brody, dit Jake sans quitter l'objet des yeux, pouvez-vous me dire ce que c'est? Brody s'avança et baissa les yeux. Tu l'as trouvé. Jake, les mains gantées, tendit prudemment la main et le sortit. Le paquet était plus lourd qu'il n'y paraissait. 10 ans, murmura Brody. Je porte ce truc depuis 10 ans. Jake le posa sur le capot et sortit son couteau. Il marqua une pause, guettant Brody, guettant le moindre signe d'arrêt. Brody hocha simplement la tête. Jake coupa le ruban adhésif et déballa la toile lentement, avec révérence. À l'intérieur se trouvait un objet métallique cylindrique, de la taille d'une boîte de conserve à un objet militaire piqué et brûlé. Le détecteur chimique fixé au gilet de Jake émit un léger bip, trace de perchlorate d'ammonium. Une douille de fusée éclairante, supposa Jake. Brody secoua la tête. Capsule commémorative. Jake se tourna vers lui, confus. On ne pouvait pas toujours ramener nos frères à la maison, dit Brody d'une voix ferme mais distante. Parfois, on ne retrouvait même pas tous les morceaux. Alors on a commencé à ramasser ce qu'on pouvait, des fragments de terre, tout ce qu'on pouvait emporter. Jake regarda à nouveau l'objet dans sa main, les rayures de carbone qui en tordaient les bords. Celui-là, demanda-t-il. Brody expira. J'ai mis 2 ans à le remplir. Les engins explosifs improvisés dans le Helmand auraient dû me tuer, auraient dû tuer mon partenaire. Au lieu de... La bouche de Jake devint sèche. Brody fixa Diesel. Il s'appelait Atlas. C'était un berger allemand, je le surveillais comme je surveillais mes frères. Jake Turner avait ouvert bien des choses étranges au cours de sa carrière, des colis avec minuteur, des planchers dissimulant des laboratoires de méthamphétamine, et même un sac de sport bourré dedans, mais rien n'avait jamais ressenti une telle sensation. Ce n'était pas une preuve, c'était du chagrin, étroitement enroulé et scotché dans une toile. Il baissa les yeux vers le cylindre de métal brûlé au clairement militaire, et tout aussi clairement personnel. Quelque chose dans l'expression de Brody indiquait à Jake qu'il ne s'agissait pas de danger, mais de souvenir. Atlas, répéta Jake doucement, laissant le nom se déposer entre eux comme de la poussière au soleil. Brody hocha la tête. Il avait 3 ans quand on nous l'a affecté. Un berger allemand pur sang, noir uni, bâti comme un rocker, intelligent comme un roc. Il s'est entraîné avec nous 2 mois avant son déploiement. On s'attache vite. Ce sont plus que des soldats, ils sont toujours à l'affût, toujours entre vous et les mauvais côtés. Jake savait ce qu'il voulait dire.
Il le ressentait constamment avec Diesel, cette présence silencieuse à ses côtés, comme le chien qui semblait percevoir la tension avant tout humain. On était dans la province de Sangin, poursuivit Brody à voix basse, juste une patrouille comme les autres ou la routine la plus totale. Atlas était sur place, à 3 mètres devant moi. Puis il s'est arrêté net. Pas un aboiement, pas un grognement, il s'est figé. L'estomac de Jake se retourna. J'ai donné le signal d'arrêt. Je n'ai pas avancé d'un pas. Mais Atlas a avancé tout seul. La mâchoire de Brody se crispa. Il regarda Jake une fois, comme s'il savait, comme s'il lui disait au revoir. Diesel laissa échapper un léger soupir, presque un gémissement, tandis que la tension montait dans l'air. Puis le monde devint blanc. Silence. Jake n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Il n'avait jamais servi outre-mer, mais il était policier depuis assez longtemps pour reconnaître le silence qui suivait les explosions et le regard lointain des vétérans qui avaient perdu plus qu'ils ne pouvaient le dire. Je me souviens d'avoir touché le sol, dit finalement Brody. Je n'entendais rien, juste une sonnerie. Quand j'ai concentré mon attention, il avait disparu. Jake prit une inspiration. Tu l'as finalement retrouvé? Pas tout entier, mais assez? Brody hocha la tête. C'est tout. Jake ne dit rien, mais le chagrin de Brody flottait entre eux comme de l'huile sur l'eau. Il m'a fallu 2 ans pour tout rassembler, pas seulement des fragments de lui, mais aussi des fragments du site, un morceau de son col, de la terre, des choses importantes, des choses qui appartenaient à ce moment précis. Puis j'ai scellé le tout dans cette capsule. Jake regarda à nouveau le conteneur métallique. Pas étonnant que Diesel l'ait verrouillé. Le composé contenu dans le laurate d'ammonium était toujours présent après une décennie. L'odeur était peut-être faible pour un humain, mais pour un chien dressé, elle était presque criante. Tu portes ça partout depuis 10 ans, a déclaré Brody. Il est resté sous mon lit un moment, puis dans une boîte, mais je savais toujours où il était. Comme si une partie de lui était encore avec moi. Je ne pouvais pas l'enterrer, je ne pouvais pas passer à autre chose, alors je l'ai gardé près de moi. Jake hocha lentement la tête. Il avait perdu son premier partenaire humain, tué par un conducteur ivre, lors de sa 2e année de patrouille. L'enterrement avait été ponctué de cornemuses et de drapeaux pliés, mais la douleur persistait comme de la rouille. Elle modifia sa façon d'évoluer dans le monde. Tu parles de lui, demanda Jake lors d'une thérapie de groupe. Brody esquissa un petit sourire triste. Je suis assis dans ce cercle tous les mardis matins depuis 5 ans, j'écoute des gars parler d'embuscade, de culpabilité, de ce qu'ils ont perdu. Mais chaque fois que j'essaie de parler, ça se bloque, comme si je prononçais son nom, je le perdais à nouveau. Jake a compris que le deuil avait son propre langage et que le silence était l'un de ses dialectes préférés. Tu sais ce qui est étrange? Demanda Brody en jetant un coup d'œil à Diesel. J'ai déjà croisé des chiens des mineurs dans des aéroports, des tribunaux, même lors de manifestations. Aucun ne s'est arrêté, aucun n'a remarqué. Diesel est dressé différemment, dit Jake. Il repère les vieux composés, les résidus enfouis si profondément que la plupart des chiens ne s'en soucieraient pas. Ou peut-être, dit Brody, qu'il le savait, tout simplement. Jake ne protesta pas. Pendant un long moment, aucun des 2 hommes ne dit mot. Autour d'eux, le parking du VA commença à s'animer. D'autres vétérans arrivaient, certains avec des cannes, d'autres en fauteuil roulant. Quelques-uns saluèrent l'uniforme de Jake. L'un d'eux salua brièvement Diesel, qui, en retour, remua la queue une fois lentement, solennellement, presque comme un signe de reconnaissance. Brody prit la capsule et la tint à 2 mains. J'allais le laisser ici aujourd'hui, pas le jeter, juste le déplacer, faire de la place. Je pensais pouvoir enfin le lâcher. Jake le regarda dans les yeux. Tu n'es pas obligé. Mais peut-être que si, répondit Brody. Peut-être que le porteur ainsi au caché sous un siège, scotché comme un objet de contrebande, ce n'est pas vraiment lui rendre hommage. Peut-être qu'il mérite mieux que ça. Jake s'approcha et s'accroupit à côté de Diesel. Tu sais ce que je pense? Brody haussa un sourcil.
Je pense que Diesel n'a pas alerté à cause d'une menace. Je pense qu'il faisait preuve de respect. Brody rit une fois un rire brisé et creux. C'est une première, un salut de chien. Jake sourit. Parfois, c'est le seul qui compte. Brody s'agenouilla lentement, s'abaissant à la hauteur de Diesel. Diesel ne broncha pas, au contraire, il se pencha légèrement vers l'homme, la tête penchée. « Il te manque, n'est-ce pas » dit Brody d'une voix à peine audible. Diesel pencha la tête dans l'autre sens. « Il était tout pour moi, » dit Brody. « Plus loyal que la plupart des gens avec qui j'ai servi. Il ne remettait jamais en question un ordre, ne reculait jamais. Quand il a fallu choisir entre sa vie et la mienne, il a choisi. » Jake déglutit difficilement. C'est toujours le cas. Brody tendit la main et toucha le collier de Diesel. Le chien ne s'écarta pas. Il t'aurait apprécié, dit Brody. Il le fait déjà, répondit Jake pour la première fois ce jour-là. Brody avait l'air différent, pas vraiment plus léger, mais moins accablé, comme si quelque chose s'était libéré en lui, un souvenir, peut-être une promesse. J'ai un groupe dans 20 minutes, dit-il en se levant. Je vais peut-être prendre ça avec moi aujourd'hui ou je ne le garderai plus sous un siège, je le poserai simplement sur mes genoux, et on me le demandera. Jake hocha la tête. C'est peut-être là qu'il est censé être. Alors que Brody se retournait et se dirigeait vers l'entrée de l'hôpital, la capsule dans ses bras comme un objet sacré, Jake l'appela, il y a un maître chien à la retraite dans notre service, il s'appelle Martinez. Il a perdu son partenaire il y a quelques années. Tu aimerais peut-être le rencontrer un de ces jours. Brody marqua une pause et regarda par-dessus son épaule. Quand je serai prêt. Jake hocha la tête. Prends ton temps, la guérison n'est pas une course. Diesel se leva, s'étira une fois, puis marcha aux côtés de Jake tandis qu'ils reprenaient leur exploration. Rien d'autre ne les alertait ce matin-là, aucune menace, aucun résidu, aucun danger, juste deux partenaires marchant sous le soleil de l'Oklahoma, laissant derrière eux un homme qui, pour la première fois depuis 10 ans, ne marchait pas seul. Le mardi suivant, l'officier Jake Turner est retourné à l'hôpital des anciens combattants, non pas pour son service, mais pour vérifier quelque chose qu'il ne pouvait pas oublier. 3 jours s'étaient écoulés depuis que son partenaire canin, Diesel, avait verrouillé cette capsule commémorative à l'arrière du camion de Matt Brody. 3 jours depuis qu'il avait vu un homme aguerri ouvrir un souvenir scellé depuis une décennie. Et pourtant, ce qui restait le plus gravé dans la mémoire de Jake, ce n'était pas le cylindre métallique, mais le regard de Diesel assis à côté, comme s'il était assis avec un fantôme. Jake avait connu bien des traumatismes au cours de sa carrière, visite à domicile, accidents mortels, saisies de drogue qui ont mal tourné, mais rien ne lui avait jamais fait plus mal qu'un deuil sans mots, seulement lourd. Alors il est rentré sans uniforme, sans badge, juste un jean, une chemise en flanelle et une casquette de baseball enfoncée. Il a même laissé Diesel à la maison. Ce n'était pas une question de travail. Le groupe de thérapie du VA se réunissait dans l'aile communautaire, une salle de loisirs modeste avec des murs beiges, des chaises en plastique disposées encerclaient une grande cafetière qui sentait toujours légèrement le brûlé. Quand Jake entra, quelques têtes se tournèrent curieuses, mais pas hostiles. Et il était là, Matt Brody assis sur le 3e fauteuil en partant de la gauche, la capsule posée ouvertement sur ses genoux, ni cachée, ni sous son siège, juste là, comme si elle était à sa place. Jake n'interrompit pas la conversation. Il s'assit au fond, silencieux, juste témoin. Un homme d'une 60aine d'années, un vétéran du Vietnam, à en juger par le tatouage effacé sur son avant-bras, parlait d'un pont, d'une erreur et de la culpabilité qu'il portait encore. Jake écouta au plus attentivement lorsque l'homme s'arrêta et fit un signe de tête à Brody. « Matt, dit l'homme, tu le ramènes aujourd'hui. » Matt baissa les yeux vers la capsule, puis les releva. « Ouais. » Quelqu'un d'autre a demandé doucement, comment s'appelait-il déjà? Brody s'éclaircit la gorge. Atlas. Le simple fait de prononcer ce nom à voix haute sembla faire bouger les choses dans la salle. Un léger murmure de reconnaissance parcourut le groupe, comme s'ils avaient tous ressenti la même chose au même moment. Il n'était pas humain, a déclaré Matt,
mais c'était le meilleur soldat avec lequel j'ai jamais servi. Pendant les 10 minutes qui suivirent, il parla. Il leur parla de Sangar, de l'engin explosif improvisé, et de la façon dont Atlas lui avait sauvé la vie. Il leur a raconté les années qui ont suivi, comment il n'arrivait pas à dormir, comment il n'arrivait pas à prononcer le nom du chien à voix haute, comment il n'arrivait pas à se résoudre à jeter les morceaux qu'il avait récupérés ce jour-là. Je n'ai pas pu l'enterrer, dit-il d'une voix brisée, parce que je n'avais pas de tombe. Alors j'en ai construit une avec du métal brûlé et de la vieille toile, et je l'ai gardée précieusement, comme un secret que j'aurais trop honte de révéler. Personne ne l'interrompit. Personne ne détourna le regard. Du fond de la salle, j'ai senti quelque chose changer pas seulement chez Matt, mais dans tout le cercle. Ils n'entendaient pas seulement parler d'un chien, ils entendaient parler d'un frère, d'un sacrifice, d'une blessure qui n'avait jamais cicatrisé parce que personne n'avait jamais osé la regarder à la lumière. À la fin de la réunion, Jake ne s'approcha pas de lui. Il hocha simplement la tête de l'autre côté de la pièce, et Matt lui rendit son hochement de tête. C'était suffisant. Au cours des semaines suivantes, un phénomène remarquable se produisit, Matt revint tous les mardis, et la capsule aussi. Mais plus encore, il commença à parler davantage, à se redresser, à établir un contact visuel. Il lança même une blague sèche, sombre et légèrement déplacée qui déclencha un concert de rire dans le cercle. Et puis, un matin, quelque chose de nouveau, Jake était de retour en uniforme, effectuant un autre balayage au bureau des anciens combattants, lorsque Matt traversa le parking, une laisse à la main. À l'autre bout du terrain se trouvait un berger allemand pas aussi grand qu'Atlas, plus jeune aussi, et visiblement pas dressé au combat, mais le chien se déplaçait avec curiosité et assurance, observant autour de lui comme si le monde regorgeait de choses à renifler. « Scout », dit Matt en s'arrêtant à côté de Jake. « Je l'ai adopté au refuge le week-end dernier. » Jake haussa un sourcil en souriant. « On dirait que tu es prêt. » Matt hocha la tête. « Pas pour la guerre, juste pour la compagnie. » Scout renifla, Diesel, prudemment Diesel étant toujours professionnel émit un reniflement poli et remua la queue une fois. « Ils finiront par se comprendre, dit Jake. « Comme nous l'avons fait, répondit Matt. Ils restèrent là un moment, regardant simplement leur chien exister, deux hommes, plus des étrangers, deux guerriers, ne disant pas tout mais en disant assez. Plus tard dans la semaine, Jake passa au bureau du capitaine Ramirez pour lui demander « Je veux faire venir Brody pour parler aux recrues », dit-il. Ramirez leva les yeux de son bureau, surprise. Il est membre de la SEAL Team 6, 3 missions, et son état est stable? Jake hocha la tête. Il a toute l'histoire. Ses enfants doivent l'entendre. Elle y réfléchit, puis sourit. Je ferai de la place dans mon agenda du mois prochain. Quand Matt est arrivé à l'académie quelques semaines plus tard, il a emporté la capsule avec lui, mais ne l'a pas ouverte. Il l'a simplement déposée délicatement sur le podium, comme un badge. Il a parlé pendant 20 minutes, pas de notes, pas de superflu, juste la dure vérité et la pièce était plongée dans un silence de mort. Il ne prêchait pas, il ne dramatisait pas. Il leur racontait simplement ce que c'était que de faire plus confiance à un chien qu'à certaines personnes, de regarder ce chien marcher vers la mort pour sauver sa vie, de vivre avec la culpabilité d'avoir survécu. « Vous voulez être maître chien, dit-il à la fin, en regardant la classe de jeunes recrues, alors comprenez ceci, ils ne se contentent pas d'obéir à vos ordres. Ils écoutent votre cœur. Ils le lisent comme un plan. Alors, si vous êtes brisé intérieurement, ils le porteront aussi. » Il y a eu une longue pause, puis une salve d'applaudissements qui a commencé lentement et ne s'est pas arrêtée. De retour dans la voiture de patrouille, Jake s'assit à côté de Diesel, regardant le soleil se coucher sur Tulsa. La ville était silencieuse, comme au crépuscule, une lumière dorée se déversait sur les toits, de longues ombres s'étirant comme des fantômes paresseux. « Tu sais, mon garçon, dit-il en grattant derrière l'oreille de Diesel, tu as fait quelque chose que je n'aurais jamais pu faire. » Diesel pencha la tête, les oreilles dressées. « Vous avez aidé un homme à donner le repos à un fantôme. » Diesel renifla doucement et retourna à son regard fixé par la fenêtre, la sienne.
Comme toujours, le travail n'était pas terminé, mais pour une fois, on avait l'impression que le monde avait changé pour le mieux. Ce week-end-là, le département des anciens combattants a organisé une autre cérémonie commémorative. Jake s'occupait à nouveau de la sécurité, debout près de l'entrée avec Diesel. Tandis que les vétérans entraient, il aperçut Matt au 3e rang, au même siège que précédemment. Mais cette fois, il n'était pas seul. Scout était assis à côté de lui, les oreilles frémissant de temps en temps, et sur les genoux de Matt, reposant calmement, se trouvait la capsule ni cachée, ni agrippée, juste tenue. Lorsque l'orateur à la tribune a évoqué le sacrifice des animaux d'assistance, Matt s'est levé, tout comme Jake et Diesel. L'espace d'un instant, tous les regards se sont tournés vers eux, non seulement les sans-abri, mais aussi les hommes, les équipes, les histoires qui ne feraient jamais la une des journaux, mais qui méritent d'être rappelées. Matt se pencha, murmura quelque chose à l'oreille de Scout et fit un signe de tête en direction du drapeau. Peu importait ce qu'il disait, certaines choses ne sont pas à la portée du monde. Elles sont réservées à l'âme, entre le soldat et la mémoire, entre l'homme et le chien. Après cela, Jake s'est approché et lui a serré la main. « Tu as l'air plus léger », a-t-il dit. « Moi aussi », a répondu Matt. « J'ai arrêté de le porter comme un secret, maintenant, je le porte comme un badge. » Jake sourit. « Ça me semble juste. » Ils restèrent silencieux, tandis que le drapeau américain ondulait au-dessus de la cérémonie, capturant les derniers rayons dorés du soleil. Diesel se serra contre la jambe de Jake, Scout s'allongea au pied de Matt. Dans cet instant de silence, rien n'était nécessaire, car tout avait déjà été dit par un citoyen, en présence silencieuse d'un chien qui ne bougerait pas tant qu'une histoire enfouie ne serait pas révélée au grand jour. C'était un jeudi soir calme à Tulsa lorsque l'agent Jake Turner reçut l'appel, colis suspect dans un centre VFW près de la 11e rue dans le Delaware, demande K9. Jake jeta un coup d'œil à l'horloge du tableau de bord, 19h43. Il s'apprêtait à rentrer chez lui lorsque Diesel laissa échapper un petit soupir sur la banquette arrière, du genre « C'est sûr, vous êtes prêt ?» demanda Jake en démarrant le moteur, et Diesel se leva aussitôt, le regard en alerte. À leur arrivée, l'ancien poste des VFW semblait calme, le drapeau américain flottait nonchalamment, le parking était à moitié vide, et quelques pick-up et berlines étaient garés à l'extérieur. À l'intérieur, un groupe d'anciens combattants locaux s'installait pour une soirée de poker caritative lorsque l'un d'eux remarqua un étrange colis sous une table près du bar. Protocole standard, il aurait pu s'agir de rien, mais mieux vaut prévenir que guérir. Jake conduisit Diesel à l'entrée et fit un signe de tête à l'agent posté juste à l'intérieur. « Où est-il » ? « Dans l'arrière-salle, » dit l'un des gars. C'était caché sous une table. On a vidé l'endroit par précaution. À leur approche, Jake libéra la laisse d'un claquement de doigts ou un mouvement de va-et-vient classique. Diesel se déplaça avec un calme éprouvé le nez bas, la queue immobile. Il lui fallut moins de 10 secondes pour s'approcher d'un sac de sport appuyé contre le mur, puis il s'immobilisa. Le pouls de Jake s'accéléra. Diesel ne resta pas immobile, les yeux fixés sur la scène, il fixait simplement la scène, immobile, concentré et d'une certaine tristesse. Jake avança lentement, s'accroupit et vit ce que Diesel vit, ni des fils, ni une bombe, mais un drapeau plié, soigneusement rangé dans une vitrine transparente. Au-dessus, posé comme une médaille, se trouvait un collier de chien en nylon noir avec des plaques métalliques délavées. Jake laissa échapper un long soupir. Quelques minutes plus tard, un homme aux cheveux gris portant une casquette de vétéran du Vietnam s'approcha. « Désolé de vous avoir appelé comme ça, c'est à moi. » Jake se leva. « Ça te dérange de me dire ce que c'est ? On a perdu un des nôtres la semaine dernière, » acquiesça l'homme d'un air solennel. Il s'appelait Ed. Il amenait son ancien compagnon canin à chaque réunion, un berger allemand nommé Roscoe. Roscoe est mort il y a 3 ans, mais Ed apportait ce drapeau et ce collier chaque semaine. Il disait que ça lui tenait compagnie. Jake regarda Diesel, qui n'avait pas bougé, regardant toujours l'écran. Il nous a légué cette mallette dans son testament, a ajouté l'homme. Nous l'exposerons dans le hall le mois prochain, mais quelqu'un l'a vu sous la table ce soir,
a paniqué et a cru à une menace. Jake hocha discrètement la tête. Ce n'est pas une menace, juste un souvenir. En raccompagnant Diesel à la voiture, il repensa à une phrase de Matt Brody, quelques semaines auparavant, lors d'une thérapie de groupe. Parfois, les fantômes ne nous hantent pas, parfois, nous les hantons parce que nous ne leur avons jamais donné la permission de se reposer. Ce week-end-là, Jake et Diesel s'arrêtèrent au refuge où Matt avait adopté Scout. Ce n'était pas prévu, Jake se surprit à tourner sur le parking, puis à entrer dans le hall d'entrée, comme par réflexe. Diesel s'installa à côté de lui, détendu mais curieux. Une jeune femme à l'accueil sourit. « Vous cherchez à adopter ?» Jake hésita, se contentant de regarder. Mais tandis qu'il parcourait le chenil, quelque chose changea, chaque cage était une histoire à raconter, certaines étaient remplies de contes remuants et de regards pleins d'espoir, d'autres de regards silencieux qui disaient « j'en ai trop vu ». Dans un enclos se trouvait un chien couleur sable, au regard intelligent et à l'air nerveux, peut-être un croisé berger allemand, peut-être autre chose, difficile à dire. Diesel s'approcha le premier, il n'aboya pas, ne renifla pas, il s'assit simplement. Jake lut l'affiche sur le portail, rangé, 6 ans, abandonné par son maître, ancien chien de travail. Il regarda Diesel. « Qu'en penses-tu » Diesel lui jeta un coup d'œil, puis a rangé, comme pour dire « à toi, mon pote ». Jake ne savait pas pourquoi, mais il demanda à voir les papiers. Le lendemain, Jake retrouva Matt dans un café du coin. Scout était à ses pieds, confortablement allongé sous la table. Jake a amené Ranger avec lui, et les deux chiens se sont salués avec une curiosité désinvolte. « Alors, tu en as un autre » demanda Matt en sirotant son café noir. « Je ne l'avais pas prévu » dit Jake, mais Diesel a passé l'appel. « Ils le font toujours » sourit Matt. Ils restèrent assis un moment, à parler de tout et de rien, football, circulation, le réconfort étrange d'un drive à 2 heures du matin. À un moment, Matt se pencha pour gratter les oreilles de Scout. « Tu sais ce que j'ai appris » dit-il doucement. « La guérison ne se déroule pas comme on l'imagine. On ne se réveille pas un matin en se disant « ça va mieux ». On réalise juste que le poids a basculé. On le porte toujours, mais on ne le traîne plus. » Jake hocha la tête. « Tu laisses les autres porter ça avec toi. » Matt leva les yeux. « Et des chiens. » Jake sourit, surtout les chiens. Ce soir-là, Jake rentra chez lui et fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, il ouvrit une boîte au fond de son placard, celle marquée Williams, son premier partenaire, tué dans un accident de voiture sous l'emprise de l'alcool qui aurait dû les entraîner tous les deux à l'intérieur. À l'intérieur se trouvait une chemise d'uniforme pliée, des lunettes de soleil aviateur et une clé USB de caméra embarquée qu'il n'avait jamais visionnée. Diesel était allongé à côté de lui, le menton sur le genou de Jake. Jake ne pleurait pas, il ne parlait pas, il se contentait de rester assis, de laisser faire. La semaine suivante, Jake et Matt furent invités à une cérémonie dans la capitale de l'État en l'honneur des unités canines et de leur maître chien. Matt hésita d'abord. « Ce n'est plus comme si j'étais encore en service, » dit-il. Jake haussa les épaules. « Ça ne veut pas dire que ton histoire ne l'est plus. » Matt a finalement accepté. L'événement était restreint, principalement des officiels, des journalistes et quelques familles invitées. Diesel et Ranger portaient des gilets de service impeccables, Scout arborait un bandana rouge sur lequel était inscrit « En formation, soutien émotionnel ». Ils se tenaient dans la rotonde, sous un dôme de marbre, tandis qu'un orateur lisait les noms des chiens tombés au combat ces 10 dernières années, chaque nom résonnant contre les murs comme un doux battement de tambour de deuil. Quand l'orateur prononça le mot Atlas, Matt en eut le souffle coupé. Il ne s'y attendait pas, mais Diesel se tourna vers lui et s'assit non pas en alerte, non pas en état d'alerte, mais en état de vigilance. Jake regarda Matt s'agenouiller lentement près du chien et presser sa main contre la poitrine de Diesel. Puis, pour la première fois en public, il sortit la capsule de son manteau et la posa délicatement par terre. Diesel baissa la tête et toucha le tissu de son museau. La salle entière se figea. Ce n'était ni écrit ni planifié,
mais chacun dans cette salle de marbre savait qu'il assistait à quelque chose de sacré, un instant non exprimé entre le passé et le présent, entre les vivants et les morts. Jake décrirait plus tard ce moment comme le moment où le temps s'est refermé, Match appelait cela le retour à la maison. Cette nuit-là, Jake se retrouva allongé, éveillé, rangé à ses pieds et Diesel à ses côtés. Il ne pensait pas au travail, il pensait à la loyauté, au sacrifice, à ce que signifie être rappelé à lui ou non pas par des médailles ou des discours, mais par le silence, par la présence, par un chien qui ne bougerait pas tant que la douleur ne serait pas reconnue. « Salut, mon pote », dit-il doucement en regardant Diesel dans le noir. « Merci. » Diesel ne réagit pas, il expira lentement et s'installa plus profondément. Mais Jake le sentait, cette compréhension, ce lien, ce poids désormais plus léger parce qu'il n'était plus seul. L'appel est arrivé un dimanche après-midi, inhabituel par son timing, mais pas par son ton. Jake lança la voix grésillante au bout du fil, « On a un problème à la maison du lac. » Un voisin a appelé quelque chose d'étrange, un chien qui aboie sans arrêt près de la limite des arbres, une structure probablement abandonnée. Chien guide demandé. Jake Turner leva les yeux de sa véranda, où il venait de se verser une tasse de thé sucré et observait Diesel mâchouiller méthodiquement un os en caoutchouc. « Bien reçu, » dit Jake. « On arrive. » Lorsqu'ils arrivèrent au lac Sequoia avec Diesel, un adjoint du comté les attendait déjà près d'une aire de repos en gravier. La zone était isolée, pas de réseau, pas d'éclairage public, juste des arbres, des roseaux et une odeur d'aiguilles de pin humide qui flottait dans l'air. « C'est toi qui as le K9 » demanda l'adjoint. Jake hocha la tête, sortit et ouvrit le haillon. Diesel sauta à terre avec une grâce experte, le regard scrutant, le corps baissé. Une odeur de vieux flottait dans l'air. Jake la sentit avant même que Diesel ne réagisse. « On a une cabane barricadée à une centaine de mètres », dit l'adjoint. Le voisin dit que quelqu'un la visite de temps en temps, mais aujourd'hui, ils ont entendu des aboiements. Ça a duré 2 heures d'affilée. Jake suivit l'adjoint à travers les broussailles jusqu'à la cabane. Elle n'était pas plus grande qu'une cabane de pêcheurs usée par les intempéries, les fenêtres occultées par du carton, mais la véranda semblait balayée, la serrure fraîchement remplacée. De l'intérieur parvenait le bruit rythmique caractéristique des griffes qui claquaient contre le bois. Quelqu'un, ou quelque chose, était à l'intérieur. Jake fit signe à l'adjoint. « Restez en arrière. » Diesel le devança, le nez crispé, les oreilles dressées. Jake frappa une fois à rien. Puis un aboiement sourd retentit non pas de Diesel, mais de l'intérieur. Jake tourna la poignée, déverrouilla la porte et entra. Il sentit immédiatement la poussière, le moisi et une odeur plus intime, celle de fourrure mouillée, de cuir vieilli et de souvenirs. Les aboiements cessèrent dès que Diesel entra. Dans un coin de la petite cabane était assis un homme. Jake mit une seconde à le reconnaître. Brody. Matt Brody leva les yeux, d'abord surpris, puis hocha lentement la tête. Il était assis par terre, à côté d'une vieille malle. Scout était recroquevillé contre sa cuisse, haletant mais calme. La pièce était faiblement éclairée par une seule lanterne à pétrole. Quelques vieux albums photos étaient éparpillés sur le sol. Jake entra lentement. « Ça va ?» Matt eut un rire sec. « Définis ce qui est bien. » Jake s'accroupit à côté de lui. « Que s'est-il passé ?» Matt regarda autour de lui comme s'il n'y était pas allé depuis des années. « C'était la maison de mon oncle. Il me l'a léguée dans son testament. Je n'y suis pas retourné depuis Atlas, depuis mon retour. » Il se passa la main dans les cheveux. Je me suis dit qu'il était peut-être temps. Scout n'a pas aimé ça, il a commencé à aboyer dès qu'ils sont entrés et n'a pas pu se calmer. Jake regarda Diesel, qui s'était approché du coffre et le reniflait maintenant avec des reniflements mesurés et délibérés, la tête inclinée, la queue immobile. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jake en désignant le coffre. Matt tendit la main et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'objets, des médailles, des plaques d'identité, quelques journaux. « Aidez-moi, je ne peux pas, Heather. Je n'ai pas 24 000 $ à vous donner, et même si je les avais, ça ne réglerait pas le problème.
Et les autres frais? J'essaie de retourner certains articles que j'ai achetés, dit-elle désespérée, mais les magasins disent que des articles comme le sac Gucci sont en solde. J'ai ressenti une pointe de compassion. Malgré tout, Heather, je pense que tu devrais parler à un avocat. Un avocat? Je n'ai pas les moyens d'en payer un, c'est tout le problème, a-t-elle rétorqué. L'ironie ne m'a pas échappé. Il existe des services d'aide juridictionnelle qui pourraient vous aider, mais, Heather, vous devez comprendre la gravité de ce qui s'est passé. Je sais, dit-elle rapidement. J'ai fait une terrible erreur, mais tu es ma sœur, tu ne peux pas me laisser aller en prison. Ce n'est pas moi qui ai laissé faire, c'est tes choix qui comptent. Après avoir raccroché, j'ai reçu une avalanche de messages vocaux de maman, tous plus désespérés les uns que les autres. Les premiers étaient des excuses larmoyantes. Amber, ma chérie, je suis tellement désolé. Je n'avais jamais voulu que les choses aillent aussi loin. S'il te plaît, rappelle-moi pour qu'on puisse arranger ça ensemble. Dans l'après-midi, le ton avait changé. Amber Harris, je suis ta mère, et tu ne détruiras pas cette famille avec ton entêtement. Si tu n'aides pas ta sœur, tu le regretteras toute ta vie. Et le soir, j'ai parlé à ta tante Linda, et elle reconnaît que tu es inutilement cruel. La famille s'entraide. Amber, ton père est dévasté par ton comportement. Cette dernière affirmation m'a incité à appeler papa directement. Il a répondu à la première sonnerie. Ne crois pas tout ce que dit ta mère, m'a-t-il dit d'un ton las. Je ne suis pas dévasté par ton comportement, je suis dévasté par la situation. La famille élargie s'est rapidement divisée en factions. Les frères et sœurs de ma mère ont largement pris son parti, inondant ma boîte mail de messages prônant le pardon et la loyauté. La famille de mon père, en particulier tante Paula et oncle Robert, a soutenu ma décision de signaler la fraude, tante Paula m'offrant même un logement chez elle si j'avais besoin d'une pause. Le stress a commencé à affecter mon travail. Lors d'une importante présentation client, j'ai complètement perdu le fil de mes pensées et je suis resté figé devant la salle de réunion pendant ce qui m'a semblé une éternité. Ma patronne, Diane, m'a ensuite prise à part. Amber, ça ne te ressemble pas. Tout va bien? J'ai craqué et lui ai raconté une version condensée des événements. À ma grande surprise, elle m'a apporté un soutien incroyable. Prends le reste de la semaine, a-t-elle insisté. Ce projet est important, mais ton bien-être compte encore plus. Nous pouvons reprogrammer la réunion de suivi. Pendant ce temps, la santé de papa se détériorait sous la pression. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait eu un léger épisode qu'il avait renvoyé à l'hôpital en observation. Le médecin dit que le stress émotionnel n'améliore pas mon état, a-t-il admis. Mais ne te culpabilise pas, Amber, ce n'est pas ta faute. Je ne pouvais m'empêcher de culpabiliser, si je n'avais pas dénoncé la fraude, se porterait-il mieux? La situation d'Heather s'est aggravée lorsqu'elle a appris qu'elle risquait d'être poursuivie au pénal. La société émettrice de la carte de crédit avait transmis l'affaire, qui s'élevait à près de $100 000, à son service juridique. Ils disent que ça pourrait être un vol qualifié, a-t-elle sangloté au téléphone. Je risque jusqu'à 15 ans de prison. Amber, s'il vous plaît, dites-leur que vous m'avez autorisé à utiliser la carte. Je ne peux pas mentir, Heather. Je serai complice d'une fraude. Mais ce n'est qu'une déclaration, dites simplement que vous avez changé d'avis concernant le dépôt de plainte. Ça ne marche pas comme ça. Il existe des preuves documentées que je n'ai jamais donné mon autorisation et que la carte a été obtenue sous de faux prétextes. Les tentatives de maman pour manipuler papa se sont intensifiées. Elle l'a fait descendre car monter les escaliers était difficile, puis a limité son accès au téléphone, prétextant qu'il avait besoin de repos. Il m'a fallu 3 jours pour comprendre qu'elle filtrait ses appels, ne le laissant parler qu'aux membres de sa famille qui étaient de son côté et de celui de Heather. Quand j'ai finalement réussi à le joindre en l'appelant d'un autre numéro, papa semblait épuisé. Ta mère rend les choses très difficiles, Amber. Elle pense que si tu coopères, tout rentrera dans l'ordre. J'ai essayé de lui expliquer que la normalité ne nous convenait pas de toute façon, ai-je dit, mais elle ne veut pas écouter.
J'ai commencé à consulter le docteur Winters pour m'aider à gérer les émotions complexes que je ressentais. Lors de notre première séance, j'ai complètement craqué. J'ai l'impression d'avoir détruit ma famille, ai-je avoué en larmes. Votre famille était déjà en difficulté, dit doucement le docteur Winters. Les actions de votre mère et de votre sœur ont révélé des problèmes existants, vous ne les avez pas créés. Mais si vous aviez laissé passer, quel message cela aurait-il envoyé? Qu'il était acceptable de vous mentir, que vos limites n'avaient aucune importance, que les vacances de votre sœur étaient plus importantes que la santé de votre père? Au cours des semaines suivantes, le docteur Winters m'a aidé à comprendre la dynamique dysfonctionnelle dans laquelle j'étais enraciné depuis des années. Nous avons identifié des schémas de comportement favorisants, de manipulation émotionnelle et de répartition inégale des responsabilités entre Heather et moi. On t'a présenté comme la responsable celle qui répare tandis que ta sœur est restée dans un état de dépendance perpétuelle. Ta mère favorise cette dynamique, et ton père, bien qu'aimant, est resté passif. Cette prise de conscience fut douloureuse, mais éclairante. J'ai commencé à comprendre comment mon propre comportement toujours prêt à intervenir, sans jamais fixer de limites fermes, avait contribué à la situation. Pendant ce temps, les retombées juridiques se poursuivaient. L'hôtel hawaïen a déposé plainte pour paiement frauduleux. 2 boutiques de luxe ont porté plainte pour impayés. L'enquête de la société de cartes de crédit s'est terminée et elle était en train de décider si elle allait saisir la justice. 40 jours après la confrontation, le service des fraudes m'a appelé pour me demander si je souhaitais porter plainte contre ma mère et ma sœur. Mademoiselle Harris, m'a dit l'enquêteur, c'est à vous de décider. Si vous refusez, nous poursuivrons quand même le recouvrement des fonds, mais nous ne pourrons pas engager de poursuite pénale. Ce refus n'efface pas la fraude, et les commerçants peuvent toujours intenter une action en justice. Ce soir-là, j'étais assis dans mon appartement, réfléchissant à la décision la plus lourde de ma vie. Pourrais-je vivre avec moi-même si Heather allait en prison? Pourrais-je vivre avec moi-même si je la laissais échapper aux conséquences? Et maman? Et la santé de papa? Mon téléphone a sonné. C'était papa, qui appelait de chez tante Paula, où il avait emménagé temporairement. Amber, a-t-il dit d'une voix plus forte que jamais, quoi que tu décides demain, je te soutiens. Tu as toujours été mon roc, et je suis désolé de ne pas t'avoir mieux protégé des schémas familiaux. Ces paroles m'ont donné la clarté dont j'avais besoin. 3 jours plus tard, papa était de nouveau hospitalisé. Son cardiologue m'a appelé directement. Mademoiselle Harris, l'état de votre père s'est considérablement dégradé. Le stress émotionnel a accéléré ses symptômes. Nous devons procéder à l'intervention dont nous avons discuté, c'est urgent. Quel est le calendrier, demandai-je, la main tremblante. Des jours, pas des semaines. Sans intervention, son pronostic est sombre. J'ai remercié le médecin et j'ai immédiatement appelé le service de facturation de l'hôpital. Après prise en charge par l'assurance, l'intervention coûterait environ 68 000 $. Ils ont proposé un plan de paiement, mais exigeaient un acompte substantiel que je n'avais pas, à moins de liquider mon fonds d'urgence et mon compte retraite, ce qui m'exposerait à des pénalités importantes. Moins d'1 heure plus tard, maman s'est présentée à ma porte, hagarde mais déterminée. Je sais que tu es encore en colère, m'a-t-elle dit quand je l'ai laissé entrer, mais c'est à propos de ton père maintenant. Le médecin dit qu'il a besoin d'une intervention immédiate, et nous avons besoin de ton aide. Je travaille avec l'hôpital sur les options de paiement, ai-je dit en gardant mes distances, mais ils veulent un acompte important immédiatement. Si vous abandonniez les poursuites pour fraude, nous pourrions trouver un arrangement avec la société émettrice de votre carte de crédit, a-t-elle insisté. Peut-être qu'ils prolongeront temporairement votre limite en cas d'urgence médicale. Je la fixai, incrédule. Tu essaies encore de manipuler la situation, papa pourrait mourir, et tu te concentres sur la libération des heures. Ce n'est pas juste. Maman s'est effondrée sur le canapé, manifestant enfin une émotion sincère. Je sais que ce que nous avons fait était mal. J'ai toujours protégé Heather, je lui ai donné des choses que je ne pouvais pas m'offrir, je l'ai protégé des conséquences mais je n'aurais jamais pensé que ça irait aussi loin.
Elle a levé les yeux, les larmes aux yeux. Je me concentrais sur le fait de donner à Heather la vie que je n'ai jamais eue, et j'ai perdu de vue l'essentiel. C'était la première chose honnête qu'elle disait, mais je restais prudent. Papa a besoin d'un traitement, et je veillerai à ce qu'il le reçoive, mais je ne vais pas passer par toi. J'ai passé la journée suivante à rechercher des options de financement, société de financement médical, programme caritatif hospitalier, et même un prêt personnel. Finalement, j'ai décidé de liquider mon fonds d'urgence et d'assumer l'impôt sur un retrait partiel de ma retraite. Cela me coûterait cher, mais la vie de papa valait bien plus que de l'argent. Pendant ce temps, Heather commençait à changer de vie. Elle trouva un emploi de réceptionniste dans un cabinet dentaire et vendit ses vêtements et accessoires de créateur en ligne. Elle appela d'un ton hésitant, « Amber, j'ai entendu parler de papa. J'essaie d'aider. » Sa voix manquait de son air de droit habituel. « J'ai récolté environ $7 000 jusqu'à présent. Ce n'est pas beaucoup, mais je veux que tu les utilises pour le traitement de papa. » J'étais sans voix. « Tu vends tout ce que j'ai acheté à Hawaï et plus encore ?» Elle a confirmé, « J'ai également commencé ce travail. Et je rencontre demain un avocat commis d'office au sujet des accusations de fraude. » C'était le premier signe qu'Heather pourrait prendre ses responsabilités. « C'est bien, Heather. Je sais que ça ne résoudra pas ce que tu as fait, rien ne le peut, mais je veux que tu saches que j'essaie de changer. » Après avoir raccroché, j'ai ressenti un mélange d'émotions. La transformation d'Heather était-elle réelle ou une simple manipulation? Seul l'avenir le dira.